choisi pour ce rendez-vous de décryptage hebdomadaire sur l'actualité de notre pays, le Togo. Il y en a tellement quand on parle d'actualité. On va en parler, ça discute dans cette émission avec les confrères autour de ce plateau. On va parler de la situation de Covid-19 dans notre pays, les chiffres qui font peur en une semaine. En tout cas, le point a été fait le mercredi dernier. On va en parler toujours dans, bien sûr, cette question de Covid-19. On annonce une reprise de Air France en direction donc, du Togo le 15 juin prochain. De quoi il s'agit? Parce que la LCT Ligue des consommateurs du Togo s'est indignée par rapport donc, à cette reprise. On va également évoquer ce cas. Aussi, fait de société, une productrice de l'huile de palme qui fait, ou bien qui amène tout un canton, je veux parler de canton Bagdad, à un fait social. On va en parler toujours. Si on a le temps, bien sûr, on va évoquer d'autres questions sur le plan politique, notamment la formation prochaine du gouvernement, puisqu'on le sait depuis le 3 mai, le président sortant a prêté le serment. Il y a le confrère qui a écrit que le prochain gouvernement, c'est pour cette semaine. De quoi il s'agit? On va parler aussi cette affaire-là qui a défrayé la chronique, la libération provisoire de Papson Moutité. On va également en parler. Voilà les quelques sujets sur lesquels nous allons discuter donc, dans cette émission. Et pour en parler, les confrères, vous les voyez déjà. Yannick Agbouka, lui, il est le représentant, disons, le responsable du site d'information Emportinéo. Yannick, bonjour. Bonjour Herman, bonjour aux internautes de la première Web TV Direct 7 et merci pour l'invitation. Invitation aussi pour Cyril Sablassou, responsable de leRepublicain.info. Bonjour Herman, bonjour Yannick et bonjour à tous les internautes de Direct TV. Alors, vous êtes au courant de cette situation de Covid-19. Cette affaire ne concerne pas seulement le Togo, sauf qu'en une semaine, on a enregistré 119 cas selon la coordination nationale donc, de la gestion de la riposte contre cette pandémie. Une première au Togo, les chiffres affolent les compteurs, ça fait peur. Moi, je ne vais pas chercher de midi à 14h ce que moi je peux dire en 2 secondes. Vous savez, le problème du Togo, ça se situe à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau des dirigeants. Et le second, c'est nous qui sommes la population. Vous savez, l'autorité, parce que quand cette affaire de Covid a démarré au Togo, on a pu faire de notre mieux pour sécuriser, un temps soit peu, ou contenir cette pandémie-là. Mais arrivé un moment, parce que les statistiques, bon, nous recevons des félicitations de comment les choses allaient. On a dormi sur nos lauriers. Et c'est là où nos frontières sont devenues poreuses. Cette affaire déclenchée avec l'affaire de Djarkpanga, vous avez vu comment ça a éclaté. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Et vous allez voir que derrière tout ça, les mesures barrières sont bafouées. Vous pensez que le gouvernement a le moyen de sécuriser tout le pays du nord jusqu'au sud? Non, ça dit que le gouvernement, quoi qu'on dise, n'a pas tous les moyens. Raison pour laquelle, au début, déjà, j'ai situé la responsabilité à 2 niveaux. Mais quand même, au niveau des frontières, qui sont là-bas, ce sont les autorités qui placent leurs représentants. Maintenant, nous qui sommes de la masse, c'est-à-dire de la population, il nous revient au moins, nous n'avons pas cette force-là de détecter à l'œil nu cette personne, la porteuse de la pandémie. Il nous revient de respecter les mesures barrières, la distanciation sociale, le port du cache-nez, se laver les mains, ne plus aller dans les églises. Je peux vous faire cette confidence-là. Vous savez, ce n'est pas pour jeter de l'opprobre sur nos amis, par exemple musulmans, mais qui sont actuellement en carême. Mais en temps de rupture à 18h, vous les voyez s'amasser. Or, le gouvernement a refusé ces choses-là. Vous ne savez pas qui peut être infecté quelque part et venir dans le groupe. Et quand ça vient, le problème c'est que c'est une maladie qui n'est pas visible à l'œil nu. Et à chaque fois que ça se produit, c'est très facile d'infecter. Quand une personne est porteuse de la pandémie, de la maladie, c'est très facile de la transmettre à des milliers de gens. Très facile. C'est ça. Donc voilà un peu, ça dit, le schéma dans lequel nous avons. Et vous voyez, au début,
le Togo arrivait à maîtriser. Si les cas doivent être confirmés, ce ne serait que peut-être 2 cas ou 3 cas. Mais avec l'affaire de Djarkbanga, ça commence pas à flamber. Ça commence pas à flamber. On a eu un communiqué de la part de FOSAP, c'est-à-dire Force spéciale en mise anti-pandémie, qui parle de 960 personnes interpellées sur les... C'est-à-dire qui voudraient quand même regagner le Togo illégalement. Ils sont arrêtés. Mais la fois dernière, le mercredi dernier, on parle de 3000 personnes en quarantaine qui sont suivies aujourd'hui. Autrement dit, le lendemain, il n'est pas bon pour le Togo. Oui, je crois qu'entre-temps, le professeur Iou l'a dit que ça serait très difficile avec cette affaire de coronavirus. Parce qu'il a eu des constats que lui-même, il a eu à faire, des gens qui négligent les mesures de barrière qui sont décidées par l'État togolais. Donc, autrement dit, c'est depuis lui, il avait averti que ça serait vraiment difficile. Maintenant, c'est nous qui sommes les populations, c'est nous qui devons prendre nos responsabilités en main. Mais le constat est amer. L'autre fois, j'ai été dans la zone portuaire. Ce que j'ai constaté, ce n'est pas du tout bien. Alors, est-ce que l'État doit faire le gendarme derrière chaque citoyen? Non, je crois que si les populations, ou nous allons attendre l'État pour qu'il fasse un gendarme derrière le citoyen, je crois que nous tous nous serons contaminés. Parce qu'aujourd'hui, quelle que soit la situation, M. Faure Gnassingbé et son gouvernement ne peuvent pas tout faire aux populations. Maintenant, il faudrait que nous, qui sommes des journalistes, des porteurs des voix, il faudrait que nous arrivions à accentuer la sensibilisation. Parce que actuellement le problème c'est qu'il y a un relâchement de la mise en application des mesures barrières. Nous sommes aujourd'hui à cette étape de la chose, comme vient de le dire le professeur Djibril Mahama, que c'est le fait qu'il y a eu des confinements au niveau des pays frères. Je crois que c'est vrai, parce que le Ghana avait commis une erreur fatale qu'il ne devait pas commettre. Quelle erreur? Oui, je viens. Vous ne maîtrisez quand même pas l'économie du Ghana, il a décidé de déconfiner. Oui, mais attends, pourquoi je dis le Ghana a commis une erreur? Parce que moi je vois la chose avec un œil de journaliste. Pourquoi je dis que le Ghana a commis une erreur qui nous est aussi fatale? Il faut imaginer, quand le Ghana a commencé son déconfinement, il était à peu près 1000 cas, mais le lendemain en même temps c'est plus de 2300. Comment vous voulez passer au déconfinement et vous voulez ouvrir en même temps les marchés? Ghana n'a pas renvoyé les ressortissants togolais à forcément rentrer dans notre pays. Oui. Se procéder au déconfinement, c'est tout. Oui, mais si il n'y avait pas eu ce problème de déconfinement, est-ce que les gens vont essayer Et en plus, il y a un problème de porosité de nos frontières. Quand on le joue, on parle de bouclage, il y a des frontières qui sont toujours utilisées par les concitoyens. Quand vous prenez par exemple Djankbaragan, dans les monts, c'est ça, non? Dans les monts, tout ça là, ce sont des pays qui font des frontières avec le Ghana. Très bien. On va évoluer sur ce sujet. C'est vrai, c'est le Nord qui était donc, c'est-à-dire, quand il y a eu des confinements, les Togolais sont rentrés plus par le Nord. Mais sauf que depuis mi-avril, il y a eu interdiction de la circulation interurbaine. Autrement dit, vous ne pouvez quand même pas sans autorisation aller dans une autre préfecture. Mais là, la fois dernière, le colonel Djibril a bien reconnu qu'il n'y a plus pratiquement pas de préfecture qui ne soit touché par cette pandémie-là. Comment on peut l'expliquer alors qu'il y a interdiction et vous ne sécurisez qu'avec les autorisations? Oui, vous savez, ce sont les hommes qui font la loi et ce sont les hommes qui la piétinent également. Vous savez, on parlait de la porosité de nos frontières. La porosité vient du fait, ça dit que c'est la corruption qui est la conséquence logique de cette porosité-là. Quelqu'un veut aller à Tchévier, par exemple, dans la préfecture de Zio, par exemple, arriver au péage de Davier, par exemple, il emballe 1000 francs juste dans sa main et qu'il glisse
pensez que ces faits-là existent encore? Mais ce sont des faits d'actualité. Si tu veux, on peut t'amener des images. Ce sont des faits d'actualité. Ce que je te dis, ça ne fait même pas encore... Bon, si ça ne fait même pas encore une semaine, les gens sont partis. Parce que, vous savez, nous sommes en période... Le Togolais aussi est beaucoup attaché à ce qu'on appelle funérailles. Vous voyez? Parce que cette personne-là t'a assisté en période de funérailles et ses parents sont peut-être à Takwame. Il a perdu un parent. Tu dois tout faire pour... Justement. Ce qui fait que peut-être que tu es une porteuse de la pandémie sans le savoir et que tu rentres. Ou soit tu vas là-bas être une personne saine, mais quand même là-bas, au cours des funérailles, tu es en entretien avec une porteuse quelque part là-bas, mais tu amènes tu amènes la pandémie dans ta zone, parce que toi, tu vis peut-être à Lomé, tu viens, d'abord, c'est ta maisonnée qui est infectée, ensuite c'est le quartier, et c'est comme ça que ça commence par... Aujourd'hui, les forces de sécurité placées, en tout cas, aux abords... Non, je crois que... de ces zones-là. Moi, je dirais qu'on ne va pas les accuser, parce que eux aussi, ce sont des hommes comme nous. Des hommes, mais en mission difficile aujourd'hui, puisqu'il y a une urgence à... Oui, je m'en disconviens pas. Vous savez, les forces de l'ordre de sécurité togolais sont des gens qui se non pas corrompus, mais qui se sacrifient beaucoup. Des fois, ça arrive, hein, de voir des fautes. Par exemple, le ministre même a arrêté des faux policiers. Entre-temps, il y a même au niveau de Bélé, mais là, nous sommes dans une situation avérée où on reconnaît directement la force Miss Anti-Pandémie avec son brassard. Oui, mais là... la question que vous avez posée, c'est que pourquoi le fait qu'il y a bouclage des zones, c'est-à-dire... Voilà. On ne peut pas quitter aujourd'hui la préfecture de Golfe pour aller dans la préfecture de Gion, sans autorisation. Mais vous savez, aujourd'hui, moi je vous dis que quand quelqu'un veut aller aujourd'hui à TV, même si c'est facile, même si la personne ne veut pas passer par la voie légale. Il y a des voies même à Goué ici. Vous rentrez par Michitové, vous allez à TV. Même si vous voulez aller même à Kbalémé même. Aujourd'hui, même si vous ne voulez pas prendre tronçon à Didogame, Balémé, mais il y a d'autres voies. Maintenant, le problème aujourd'hui, c'est de voir comment aussi bloquer ces voies illégales. Et je crois qu'aujourd'hui même, c'est très... Ce n'est plus possible d'emprunter ces voies illégales. Que faire maintenant au niveau de l'État? Parce que la situation elle est grave aujourd'hui. En une semaine, on a 119, ce qui n'est jamais arrivé. Que doit faire maintenant l'État pour contenir ou ne serait-ce que bloquer la propagation? D'accord. Ça va être très simple. D'abord, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, je commence par féliciter l'État parce qu'il est à l'écoute de ce que dit nous qui sommes des leaders d'opinion. Et d'autres voix également qui portent cette affaire un peu plus haut. Parce que la dernière fois, il y a 72 heures, sur la route internationale Lomé-Cotonou, juste au niveau de l'Ecobank Baguida, par exemple, nous avons constaté que les policiers, la FOSAP, ça dit interpelle tout le monde. Que tu sois conducteur de voiture ou de moto, ou que tu sois simple passant, quand tu n'as pas le masque, tu ne passes pas. Ça, c'est déjà au moins, ça, c'est une mesure très, très normale, ça dit basique à ce que... Mais qui n'est pas officiel. On rappelle, parce qu'entre-temps, il y avait un communiqué interdisant, donc ça dit qui réglementait la circulation, le transport. Oui. Sauf que ce communiqué a été reporté sur une date. On n'est jamais revenu sur ce communiqué-là. Mais aujourd'hui, on voit, comme vous le dites, les forces qui obligent maintenant tous ceux qui empruntent un engin de porter. Ce n'est pas encore officiel, normalement. Oui, ce n'est pas encore officiel, mais on est obligé d'arriver là. Vous savez, l'homme a cette nature-là, peut-être, je ne sais pas, l'homme en général et le Togolais en particulier, a cette nature-là d'être toujours guidé ou d'être toujours surveillé comme le lait sur le feu. Quand on lui a donné l'opportunité de s'organiser ou de se protéger, on a remarqué que
les statistiques sont en train de flamber négativement. Et maintenant, au moins la propagation, avec le port du masque, ça dit que quand on l'a instauré tout à l'heure, même en venant tout à l'heure, je vous dis qu'au niveau de Simao, par exemple, Sim-Togo, mais quand tu n'as pas le masque, tu ne vas pas en ville. Ou soit tu l'achètes là-bas, parce que au moins le masque, le port du masque diminue au moins la contamination. Vous voyez, c'est déjà un pas. Maintenant, il faut accentuer sur toutes les mesures barrières prises par l'autorité. Il faut accentuer. Alors, autrement dit, il faut aller officiellement au port de masque. Oui. Aujourd'hui, il faut obliger les populations, les citoyens à utiliser les masques. Moi, l'autre fois même, j'ai été un peu à l'intérieur du pays dans l'exercice de mon métier. J'ai constaté que quand vous allez, par exemple, au niveau de Agbelouin, vous allez aussi au niveau de Gapé, Gamé, tout ça là, des gens ne savent même pas ce qu'on appelle un masque. Il y a plusieurs personnes que moi j'ai vues sans masque, surtout dans ces villages-là. Il n'y a pas de masque. Moi, je suis parti là-bas avec mes masques là. C'est comme si je viens de Dieu. Je suis descendu du ciel. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faut obliger les Togolais, même s'il faut les frapper, il faut les frapper. Parce que vaut mieux. On a connu ce cas dans le. Mais vaut mieux frapper pour être en vie que parce que sinon avec cette allure nous tous. Oui, mais frapper bon. C'est ce que nous aimons. C'est ce que nous aimons. Parce que nous risquons tous d'avoir la maladie. L'autre fait concernant le Covid-19, c'est la reprise annoncée sur le 15 juin prochain du vol Air France en direction de Lomé. Mais en attendant le 15, il y a quand même, selon les informations, il y a eu un accord entre les deux pays, la France et le Togo, pour rapatrier les Togolais de France et de leur... Bon, oui, merci. Sur le Togo le 23 mai. Mais est-il opportun aujourd'hui d'en arriver là? Pourquoi faut-il forcément, alors qu'on sait que ces pays sont des pays à risque? Pourquoi il faut ajouter Ro, hein. Bon, pourquoi autoriser ce vol-là? Non, c'est de la pagaille. C'est de la pagaille et puis c'est une décision inopportune. Vous savez, les Européens ont prédit de la catastrophe pour l'Afrique. Ok? Mais Dieu merci, cette catastrophe-là n'est pas arrivée. Et je pense que c'est peut-être parce que c'est peut-être une manière de dire que nous allons trouver d'autres moyens pour vous infecter. Parce que quand Air France dit, Air France, nous savons que c'est une compagnie française, n'est-ce pas? Mais derrière ce rapatriement, c'est des enjeux économiques qui sont derrière. Parce que Air France ne travaille plus. Quand l'Afrique ne bouge plus, c'est la France qui meurt. Hein. Vous voyez? Parce qu'avec Covid, là, toutes les activités sur le continent noir se sont estompées. Et avec cette reprise de... Vous voyez la réaction de Macky Sall à propos de ce même vol de la compagnie Air France. Mais Macky Sall les a mis à leur place. Il faut que le Togolais arrive à faire ça aussi. Vous supposez que le Togo a peut-être une pression? Oui, c'est une pression. C'est une pression. Parce que je vous reviens. C'est une pression. Parce que, comme je l'ai dit au début, c'est une décision inopportune. Parce que ce n'est pas en ce moment où il faut dire aux gens, puisque ce que nous avons appris aussi, c'est que les Togolais qui vont être rapatriés, ils ont signé une déclaration ou une autre selon laquelle, c'est-à-dire quand ils reviennent, ils seront en confinement, machin. Non, ça c'est des histoires. Parce que c'est comme ça, les gens nous ont rassurés aussi dans ce pays, au début de la pandémie. Mais les gens ont pris la fuite après. Mais on les a cherchés. Je connais des gens qui sont revenus, qui ne sont pas en confinement. Qui sont en confinement? Oui, mais la fois dernière, je vais toujours citer le colonel Djibril qui parlait de vivre, de commencer par s'adapter. Il dit vivre, il faut commencer à apprendre à vivre avec le virus. Donc, n'est-ce pas peut-être aussi une manière de préparer les gens psychologiquement, de reprendre l'économie parce que l'aéroport ne fonctionne plus aussi. Mais je crois qu'il faut attendre d'abord. Les Togolais qui veulent rentrer,
faut-il fermer la porte à cette nouvelle-là? Si, est-ce que ce sont des gens qui sont exclus? Moi, je dirais non. Ce sont des gens qui ne sont pas encore, à l'heure où je parle, qui ne sont pas exclus par la France ou qui sont obligés d'être rapatriés dans leur pays. Mais on ne connaît pas aussi le type de ces personnes, parce qu'il y a des commerçants, entre-temps, qui ont quand même fait le voyage avant le déclenchement de cette pandémie et les frontières. Oui, maintenant, qu'est-ce qui... Ils sont à court de moyens. Mais qu'est-ce qui prouve aujourd'hui qu'eux, ils ne sont pas contaminés par le... Moi, je dis, si on hasarde et on accepte ce vol-là du 15 juin prochain, je crois que ça serait de l'hécatombe et de la catastrophe totale dans les jours de la... Mais je fais confiance au professeur Iou. Je crois que, comme lui-même il a déjà dit, il n'est pas vraiment d'accord, et le connaissant qu'un grand syndicaliste, il va essayer de mener aussi son combat pour arrêter toutes ces bagarres. L'affaire de Covid-19 pour d'autres faits de société, on se rend à Baguida, le canton de Baguida, et c'est vous qui avez quand même écrit cet article concernant une productrice qui met tout à terre, en tout cas tout à son pied, tout un canton à travers sa production de l'huile de palme. Qu'en est-il concrètement? Oui, Eman, bon, l'affaire... On a été alerté, c'est dans la commune du Golfe 6 que nous avons connu auparavant sous le nom de canton de Baguida. Et précisément, c'est dans le village d'Adamavo. Et on a été aux nouvelles. Sincèrement, c'est une dame, c'est vrai, c'est une petite entreprise qu'elle a ouverte dans le quartier. Elle fait de l'huile rouge. Et vous savez, quand elle commence sa production les vendredis, samedis et dimanches, depuis 9 ans. Mais arrivé un moment, ça dit que la fumée qui sort de la production, tu ne peux pas supporter. Non, je te dis, les maisons environnantes ne savent plus à quel sens se vouer. Quand elle démarre la production, si c'est peut-être midi, il faut savoir que tu es obligé de rentrer dans ta chambre, de fermer les portes et fenêtres. Je dis 9 ans. Donc quand on est alerté, on a été sur le terrain et on a découvert que les populations riveraines, même le compteur de la CET, arrivé un moment, la fumée a tellement noirci le compteur qu'on est obligé de l'enlever pour que, au moins que les agents viennent prélever le numéro. On arrive à les chiffres. Il faut imaginer ce que ça peut donner. Si on arrive à changer le compteur juste pour pouvoir lire ce que ça dit, ça compte le compteur note comme chose, il faut savoir le degré. Maintenant, en dehors de ça, c'est quoi? La dame a creusé un grand trou au dehors, le trou dans lequel elle stagne l'eau après avoir recueilli l'huile dans le truc là. Mais je vous dis, après 3 jours, quand elle verse là, vous êtes foutus. Tu peux être, je ne sais pas, à des milliers de kilomètres, mais l'odeur vient te dire bonjour dans ta chambre. Et tu es obligé d'asperger peut-être de fritos ou du parfum. Si tu n'as pas de parfum, tu es foutu. Donc les gens viennent, ils savent que non, toi tu ne vaux rien. Peut-être que c'est toi qui as pété. Or, c'est une eau qu'on a versée sur une route quelque part. En dehors de ça, c'est quoi? La dame, même, c'est-à-dire, la maison dans laquelle elle vit, mais quand les agents de santé vont là-bas, ça dit que la dame sera pénalisée, je ne sais pas. C'est là où même l'auteur doit chercher son argent. Oui, c'est ce que j'aimerais demander. Que disent les autorités locales alors? Est-ce qu'il n'y a pas eu de plaintes parce que vous parlez du village, forcément qu'il y a un chef de village. Adamavo n'est pas un village. Ouais, bon, ça dit que c'est en fait ça dit c'est dans un canton. Ouais, c'est dans un canton. C'est dans un canton de Baguida, en fait. Donc c'est l'ensemble de plusieurs villages qui forment le canton. Si on le prend administrativement comme ça. Oui, on a été d'abord on a visité la dame, on lui a posé la question de savoir voilà comment les choses se passent. Elle me dit elle n'a jamais eu de plainte venant des riverains. Mais elle était même surprise que voilà, on est arrivé. Et puis avant d'arriver vers les autorités locales, ça dit, à sa devanture, la devanture, c'est juste dans un corner, quoi. Maintenant, quand tu dois tourner, elle a mis des fagots en telle enseigne que quand tu dois tourner,
Il faut que tu passes devant la maison qui fait face à son industrie de production. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Quand tu dois tourner comme ça, il faut que tu passes de l'autre côté jusqu'à arriver. Et ça, quand tu vas là-bas, tu risques de causer des accidents. Quand on a été voir le chef à Damavo d'Adamavo, mais il était stupéfait pour nous demander jusqu'à quand il n'a jamais eu de plainte. Mais seulement, il a reconnu que lui va chercher de l'huile rouge là-bas. Mais comment ça se fait que les riverains se plaignent, mais le premier responsable, il n'est même pas... Ouais, il a dit qu'il n'a jamais eu de plainte. Dans ça, là, je dirais qu'il y a des complicités. Des complicités. Oh non. C'est la même histoire, là. En temps même, il y a eu une petite histoire au niveau de... la piste de corruption. Oui, un monsieur qui vous dit que lui va payer, et comment on l'appelle, tant de l'huile rouge, une femme, et plusieurs personnes se plaignent de la fumée des activités de la femme, et lui se permet, il te dit que non, que lui n'a jamais eu... Et puis figurez-vous, 9 ans, durant 9 ans. Non, il y a anguille sous roche. Alors aujourd'hui, il y a eu des élections locales, donc forcément, il y a un maire qui gouverne. Est-ce qu'on ne peut quand même pas faire des démarches Ouais, la mairie a été saisie. Même ce matin, avant de rentrer dans votre studio, j'ai encore appelé le maire. Vous pouvez imaginer, hier, j'ai appelé le maire. Quand l'affaire, on nous a saisi, on nous avait saisi samedi. Le dimanche, d'abord, moi, j'ai appelé le CB de Baguida. Et il a envoyé son adjoint. Et on nous a envoyé aussi un représentant du commissaire d'Adamavo. Et avec quelques policiers, on a été sur le terrain. On avait demandé à la dame de cesser de faire choses. Mais vous pouvez imaginer, juste à notre départ, elle a commencé par mettre le feu. C'est juste pour nous narguer. Maintenant, quand on a appelé le maire, c'est moi-même qui ai appelé le maire. Parce qu'on n'a pas appelé, c'est moi-même qui ai appelé. Et il m'a dit, je l'ai appelé hier, il me dit, voilà, ces agents sont sur le terrain en train d'aller. La soirée, bon, quelques riverains m'ont encore fait signe. Voilà, il n'y a rien qui a changé positivement. Ce matin, j'appelle le maire encore, il me dit non, c'est parce que hier, ils avaient eu une urgence dans un autre village. Demain, ils vont envoyer les agents. Voilà. Sinon, nous avons appris que le chef François Damavo, le chef village d'Adamavo, il reçoit, ça dit, un fonds de la dame. Raison pour laquelle il lui est difficile de défendre. C'est une information que vous donnez comme ça? Oh! Il a les preuves. Alors, d'accord, oui, il faut confirmer. C'est pourquoi on le dit, puisque vous avez dit, reçoit des fonds de la... Oui, c'est ce que nous avons appris. D'accord. Ça, c'est selon... Moi dans ce problème-là, j'accuse le premier responsable de la commune, j'accuse le maire. Si aujourd'hui, les riverains se lèvent aujourd'hui et tuent cette femme-là, moi j'accuse le maire. Normalement, on ne va pas en arriver là. Oui, non... Mais ça peut arriver. Normalement, dans cette affaire-là, la première des choses que le maire doit faire lui-même, il doit se déplacer personnellement. Il a vu déjà le CB, le commissaire envoyé déjà. Lui-même, quand on lui dit que le problème persiste toujours, mais il devait aller voir qu'est-ce qui se passe réellement. Non, elle doit se voir. Moi, j'ai la chance de travailler avec au moins une trentaine de maires. Et je vois comment ces maires-là se déplacent eux-mêmes personnellement pour aller voir, pour aller résoudre les problèmes sur le terrain. Je vous donne même 30 secondes, je vous donne même l'exemple du maire de comment l'appelle de Logoutoua. Hier, peut-être vous devez lire sur les réseaux sociaux un problème de corruption concernant le CMS de Gléy. Quand je l'ai appelé en même temps, il s'est levé et il est parti voir le responsable du CMS. C'est comme ça, on dit mais il faut être proche des populations. 9 ans concernant cette affaire, c'est trop, il faut quand même faire quelque chose. Je crois que nous... La démarche est déjà entreprise par le responsable de Empreinte News. Autre sujet, en tout cas peut-être le dernier dans cette émission, on va parler de la libération provisoire de Papson Moutité. C'est un autre cas, ça. Vous avez titré sur votre site Le Républicain Info. Affaire de viol et pornographie, Papson Moutité défie la justice togolaise en l'accusant de l'avoir emprisonné injustement. Pourquoi? Oui, c'est avant-hier, il a invité un groupe de journalistes chez lui à la maison où il a fait des déclarations. Normalement, quand on dit on t'a libéré parce que tu es malade, tu es souffrant, tu ne dois plus parler du sujet. Mais nous, comme je le dis, moi je fais partie
des médias qui sont proches un peu du dossier. Quand tu libères et tu ouvres ta grande gueule et tu dis que tu défies tout le monde, que tu n'as pas violé des filles, que toutes les charges. J'arrive, vous m'avez posé une question, Herman. Donc, que tu n'as pas violé les filles, que tu n'as même pas posé d'excès de pornographie, tout cela. Moi, je crois que c'est une manière de défier l'État et de dire de façon indirecte à la justice togolaise qu'elle t'accuse injustement, qu'elle t'a emprisonné injustement, parce que dans cette affaire, les filles ne sont pas mortes, les victimes ne sont pas mortes, les filles, tout cela. Même je l'ai même écouté sur Canal, oui, sur une radio de la place, où il dit que c'est vrai qu'il a couché avec les filles, mais c'est pas... Il a dit ça? Oui, quand on lui a posé la question que vous avez couché avec les filles ou pas, elle a dit oui, mais c'est pas du viol, c'est pas le consentement. Quand tu couches avec quelqu'un, tu dis que c'est pas le consentement. Maintenant, la personne te dit que tu l'as violé. Dans votre article, vous semblez quand même accuser Papson en tant que criminel. C'est ce que vous avez écrit en tant que criminel. Ça, c'est... Moi, je dis... Alors que l'affaire, pour le moment, est encore dans la main de justice. Bien qu'il a été libéré pas pour cause de santé. Mais pourquoi ne pas attendre? Vous accusez également la justice togolaise de ne pas bien faire son travail. Ce sont des questions. Moi, je rectifie, dans l'article, je n'ai pas accusé la justice togolaise. Juste que j'ai dit, est-ce que c'est une manière pour Papson Moutité de dire à la justice qu'elle a mal fait son travail? Parce que quand une justice fait son travail, continue toujours pas faire son travail, et on t'emprisonne, et après tu as fait une demande de mise en liberté provisoire, et maintenant tu ouvres ta gueule, tu parles, tu dis que non, que ce dont t'accuses, tu n'as pas fait, tu n'as pas commis ces fautes, ou tu n'as pas posé ces actes. Comment l'analyse, c'est que tu accuses indirectement la justice d'avoir mal fait cette travail. Moi, je le dis toujours, ce dernier demeure toujours un danger à toutes les femmes togolaises. Donc, un danger, selon vous. On a quelques secondes, 1 minute, 2 voix, 2 pour terminer cette émission. Mais concernant cette affaire, il y a eu plusieurs situations qui sont montées au créneau. Mais n'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui se posent la question, est-ce que Papson Moutité est un prisonnier VIP? Parce qu'il y a eu d'autres prisonniers qui étaient aussi dans ces cas-là, mais qui n'ont jamais été libérés. Aujourd'hui, il y a plusieurs questions qui tournent autour de cette affaire. Oui, l'affaire Papson Moutité, moi, depuis que elle a commencé, moi, je n'ai pas voulu mettre, ou nous n'avons pas voulu investiguer là-dessus. Mais quand même, au regard de certaines informations que nous avons eues sur l'homme, d'abord, à travers son ONG, Chamou, association, quelque chose comme ça, vous savez, c'est un gars qui dribble les gens, qui ne dit pas la vérité. C'est un menteur, c'est un menteur ambulant, quoi. Ce sont des affirmations ou vous supposez? Non, c'est ce que je t'ai dit, que quand nous avons fouillé, ce sont les informations que nous avons eues. Maintenant, à propos du viol des filles, si par exemple, il ne doit pas... Ça dit que toi, tu es sous menace juridique. Bon, on va le dire ici. Au niveau de la justice. Ce n'est même pas encore traité. Et tu demandes qu'on te libère parce que tu es malade. Tu n'arrives pas à avaler. Voilà. Bon, on le prend ainsi comme une parole d'évangile, que tu es souffrant, raison pour laquelle on t'a libéré. Et quand tu fais venir la presse, si moi je suis à la place du juge, je l'amène encore en prison. Parce que quand il arrive à dire sur, par exemple, comme l'a dit Cyril tout à l'heure, il est allé sur une radio de la place pour défier des gens qui ont des preuves. Vous savez le retour que ça donne. Les gens maintenant, ça dit que sont aussi sur leur position pour dire que si vraiment, avec les preuves que eux ils ont, ils iront maintenant lui prouver que non, il a fauté et il va. Raison pour laquelle ces ONG-là montent au créneau pour le truc là, c'est pas pour leur plaisir. On va terminer cette émission parce que nous sommes... On devait commencer par là. Alors rapidement,
Un mot pour conclure, pour rassembler tout ce que nous avons déjà dit. Là, moi, je dirais tout simplement merci. En revenant sur l'un de vos articles, vous aviez annoncé comme le prochain gouvernement cette semaine qui prend fin. Oui, la semaine, l'opposition qui devrait faire partie. Donc, oui, une grande partie de l'opposition. Et je suis certain parce que ce nouveau quinquennat du chef de l'État, comme lui-même l'a plusieurs fois dit lors de la campagne présidentielle, il est vraiment ouvert à tout le monde. Vous avez des noms, exclusivités? Je crois que les noms vont sortir. Les noms vont sortir, d'accord, merci Cyril. Oui, Yannick. Bon, okay. Il y a des noms selon Cyril. Ouais, bon, pour moi, même si le gouvernement, il y aura l'entrée de l'opposition, je pense que Noël Bataka, au regard de tout ce qu'il a fait en une année ou 2 années, qu'il a intégré l'appareil gouvernemental, je pense que même si on doit éjecter tout le monde, lui sera reconnu parce que il a fait un travail au-delà des attentes. Et quand il est arrivé, tu sens que c'est un technicien qui est là et Boileau dit que tout ce qui se conçoit bien, c'est clairement, les mots pour le dire arrivent aisément. C'est pour dire qu'il est dans sa peau. Et c'est comme s'il est attaquant et on le met en attaque et puis il commence par marquer et on n'est pas surpris. Donc c'est une manière, peut-être un dernier mot, pour remercier la direction de la première Web TV au Togo, que nous nommons Direct 7 affectueusement. Et merci pour le travail que l'équipe a bas, depuis le directeur jusqu'aux employés. Et nous savons que travailler sur Internet au Togo, c'est un peu compliqué. Mais quand même, la télé nous sort des éléments à chaque fois, depuis des années. Et elle nous réserve beaucoup de surprises. Merci beaucoup. Voilà. Yannick Boka, il est le responsable donc du site d'information Point News. Aussi, de l'autre côté, c'est Cyril Sablassou, le directeur de publication de Le Républicain Info. Avec eux, nous avons parcouru un peu l'actualité en une semaine. Concernant donc notre pays, le Togo, nous avons parlé surtout de Covid-19, les chiffres qui ne cessent de grimper. En tout cas, on est passé également par le fait social dans le canton de Bagueda de chuter par rapport à fait de personnes moutitées. Merci de nous avoir suivis. Le rendez-vous est prêt pour l'autre semaine. Surtout, restez câblés en compagnie de cette télévision Direct 7 dans cette émission. Ça discute. À très bientôt. Portez-vous bien.